Alors, je vous propose que l'on débute. Donc, tout d'abord, merci à tous pour votre présence. Nous avons 3/4 d'heure ensemble pour discuter, entre autres, de la sécurisation des accès dans les environnements industriels, la sécurisation des accès prestataires notamment, comment s'assurer, comment éviter en tout cas des infections dans un environnement industriel depuis des sources externes et comment finalement reprendre le contrôle des accès prestataires dans un environnement industriel. Pour ce faire, je suis accompagné de Kaoula, de Pierre et de Sébastien et je vous propose de débuter par un petit tour de table pour faire connaissance. Parfait. Sébastien, je vous propose. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sébastien Laouette, je travaille pour le groupe Aéroport de Paris. Je suis responsable des SI industriels dans le domaine technique aérogare. On adresse les sujets de cybersécurité sur toute la partie informatique industrielle, donc les GTC, GTB, les systèmes courant faible de manière générale, tout ce qui a trait à la sécurité du public, donc la partie détection incendie, sonorisation, et des métiers plus spécifiques aux métiers aéroportuaires, notamment la partie sûreté aéroportuaire. Voilà. Merci Sébastien. Kaoula. Kaoula Ben Mohamed, responsable d'affaires. Je représente aujourd'hui Action Cybersecurity, une structure de Vinci Energy dédiée à la cybersécurité, exclusivement à la cybersécurité IT et OT. Et nous sommes organisés autour de prestations telles que les audits de sécurité, l'intégration de solutions de sécurité et les services managés. Donc voilà. Merci Pierre. Bonjour à tous, donc Pierre Vidard, je représente la marque Actemium, donc qui est la marque industrie de Vinci Energy. Je suis chef de projet en système d'information industriel et en cybersécurité industrielle. Merci, et donc Johan Delomier, moi je suis en charge de l'activité OT chez Walix. Donc nous on va s'intéresser effectivement à la sécurisation des accès, des identités et des accès... Ah, il y a une animation. Et des accès dans les environnements IT et OT. Voilà, on va travailler sur la visibilité, apporter de la traçabilité sur tous ces accès, et on va s'appuyer sur notre offre PAM for All, qui est une vision, on va dire, globale de cette sécurisation, qui va nous permettre de sécuriser, de contrôler et d'administrer les accès pour tous les utilisateurs. C'est animé, sur tous les actifs et pour tous les terminaux au bon moment et de n'importe où. Voilà. Alors, ce tour de table étant fait, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. On est là aujourd'hui pour parler sécurisation des accès et surtout pour écouter le retour d'expérience d'ADP, tout simplement. Sébastien, je vais m'adresser à vous forcément pour commencer. C'est un projet qui a débuté il y a 3 ans de mémoire. Donc quelque part, vous étiez, on va dire, un petit peu précurseur au regard de la maturité cyber qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans ces environnements industriels. Alors comment a débuté cette démarche? Qu'est-ce qui vous a, quels étaient vos besoins et comment vous êtes intéressé à la solution Walix et plus particulièrement au déploiement du Bastion, le produit de sécurisation de Walix? La démarche côté groupe ADP, en tout cas pour la partie domaine technique aérogare, elle est venue d'une forte demande en fait en télémaintenance et téléopération, avec un risque avéré sur des machines que nous ne maîtrisons pas en fait à l'extérieur. Donc dans cette démarche, on sait qu'on potentiellement on peut avoir des risques en interne. Mais le travail, en fait, pour arriver à un niveau de sécurité suffisant, il est très important. Donc, on s'est vraiment concentré sur ce qu'on maîtrisait le moins, c'est-à-dire nos accès distants. L'objectif étant effectivement de cibler un peu mieux nos machines, de mieux maîtriser les canaux et les flux qu'on souhaitait laisser transiter en téléopération, et également en fait d'avoir une réelle traçabilité sur ce qui se passait en termes de téléopération.
Voilà. En plus, ce qui nous a poussé un petit peu dans cette démarche, c'est évidemment le caractère spécifique du groupe ADP, qui est donc OIV, et donc avec un certain nombre de réglementations à mettre en place pour se protéger des menaces cyber. Très bien, donc si je résume, on est finalement sur une approche, sur un besoin fonctionnel, sur un besoin sécuritaire évidemment, et aussi réglementaire, puisque vous aviez des enjeux de réglementation à respecter. Donc, pour vous accompagner, vous avez fait appel aux expertises d'Axians et d'Actemium. Est-ce que vous pouvez alors Kaoula ou Pierre, je ne sais pas qui veut débuter, pour nous expliquer un petit peu comment vous avez abordé ce projet, comment est-ce que vous travailliez déjà ensemble peut-être avant, et qui est le premier en fait à aborder ce projet-là? Nous, donc Actemium, nous travaillons depuis une vingtaine d'années avec Aéroport de Paris. Donc moi je travaille personnellement avec Sébastien depuis 16 ans sur toute la partie maintenance des GTB Aérogare. Donc pendant longtemps on a travaillé uniquement sur ces sujets-là, et il y a une dizaine d'années Sébastien a exprimé le besoin de monter en compétence sur de la fédération de réseau, sur des compétences du coup qui nous dépassaient, et c'est là que nous avons fait appel aux synergies du groupe, et donc fait appel à Axians pour les intégrer sur ces sujets-là et pour accompagner notre client sur ces thématiques. Il y a de ça 5 ans, on a encore passé une étape où on a rentré Axians Cybersécurité dans le partenariat pour accompagner Aéroport de Paris vraiment sur tous les sujets cybersécurité. Et donc dans le fonctionnement aujourd'hui, Aéroport de Paris nous exprime leurs besoins en sécurité, et nous discutons avec Axians, nous intégrons dans la boucle pour échanger sur les meilleures solutions à déployer pour correspondre à leurs besoins. Donc en fait, de notre côté, Axians Cybersecurity, nous on capitalise sur la présence d'Actemium sur le vertical industriel, en rajoutant notre couche, notre expertise cybersécurité, et donc c'est ce qui s'est passé en effet pour ADP. D'accord, donc on a, si je comprends bien, plutôt Axians. Un binôme Axians Actemium. Un binôme avec un Axians plutôt déploiement de projet, et finalement un Actemium dans l'accompagnement et l'utilisation, puisque quelque part vous êtes aussi prestataire. Tout à fait. Intervenant sur les environnements d'Aéroport de Paris. Concrètement, en termes de périmètre, donc vous l'avez évoqué très rapidement au début. Est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail sur on a quel type de composants derrière, qu'est-ce qui était à sécuriser, quel type de station de travail ou de composants industriels on peut rencontrer dans ce périmètre-là? Alors le périmètre ciblé, c'était dans un premier temps toutes les machines de contrôle d'automatisme, donc les stations de management et de déploiement de nouvelles versions. On a aussi tout le périmètre SCADA, donc supervision des systèmes qui sont impactés par cet aspect télémaintenance. Et puis plus largement, même pour les équipes en interne, toute la possibilité d'accéder à distance sur ce qu'on peut considérer comme étant la partie IT de nos systèmes industriels, c'est-à-dire la partie management des firewalls et des solutions de l'IT. D'accord, Ça marche. Si on considère le modèle de Purdue, je ne sais pas si on peut en parler, mais aujourd'hui, donc vous avez les couches hautes. Est-ce que on pouvait considérer une sorte de DMZ aujourd'hui entre la partie IT, OT, on retrouve les couches très découpées, ou alors on est sur une segmentation plutôt globalement ouverte en termes d'architecture? Peut-être qu'on peut pas rentrer dans ce niveau de détail, je sais pas. Je pose la question. Non, je pense que de toute façon c'est la tendance pour tous les opérateurs OT, c'est effectivement de commencer par la segmentation réseau, ce qui nous a permis ensuite, lorsqu'on doit définir les assets au niveau du bastion, de bien sélectionner en fait les équipements qu'on souhaitait atteindre et de limiter effectivement l'accès à l'ensemble du réseau. Le bastion nous a aidé dans ce sens-là, surtout qu'on a été un petit peu dur au départ de la mise en service en interdisant les rebonds entre machines. Donc on souhaitait vraiment cibler des équipements bien particuliers, et effectivement notre expérience de 5 ans nous a permis sur la partie IT de positionner cet outil dans une DMZ et de respecter les bonnes pratiques en ce sens-là. D'accord. Et en termes de projet,
Je me tourne vers Axians, vers Kaola. Comment ça s'est passé? En fait, en termes de projet, on a démarré le projet par un POC qui a duré un mois, je pense un POC un mois. Oui, un petit peu plus d'un mois, je pense. D'accord. Et suivi par une prestation de conseil pour positionner le bastion dans le réseau. Et puis un déploiement de phase, une phase pilote et puis un déploiement global. D'accord. Et cette phase de POC a permis de s'assurer de quoi, entre guillemets, ou en tout cas de valider des points précis? De valider effectivement qu'on respectait bien un point important pour nous qui était la rupture protocolaire. Donc, pour effectivement s'affranchir de la problématique externe à nos SI. Et puis, c'est aussi une partie importante pour nous, c'est-à-dire la passation de compétences et de savoir si dans ce POC, on était en capacité à terme d'administrer ces équipements, de rajouter de manière autonome des utilisateurs et des machines. D'accord. Donc là, on est vraiment sur l'aspect fonctionnel, on voit l'aspect sécuritaire. Sur l'aspect plus réglementaire, donc la solution est certifiée par l'ANSSI, CSPN. J'imagine que c'était un point important au regard des exigences et peut-être sur d'autres points aussi. C'est effectivement un point capital dans le choix de la solution et de s'appuyer sur des qualifications ANSSI, surtout pour un opérateur d'importance vitale. Pierre, côté Actemium, vous avez participé au POC, vous avez été bêta-testeur, vous avez été dans le conseil. Comment ça s'est passé? On a été bêta-testeur de par la relation qu'on a avec Sébastien depuis 15 ans. Effectivement, on a été dans les premières personnes à qui il a demandé justement de tester le bastion et de voir un peu le changement par rapport à la méthode de connexion à distance avant via VPN uniquement. Donc voilà. Après, le conseil, non, parce que c'est vraiment la compétence d'Axians. Nous, sur cet outil, on va plutôt être sur du retour d'expérience vraiment intégrateur, comment on se connecte, vraiment sur l'utilisation du produit. D'accord. Et alors, en termes de cas d'usage, Sébastien, est-ce qu'on peut décrire quelques cas d'usage type qui ont été mis en place et qui répondent 100% du besoin, ou 80%, je ne sais pas? Sur les cas d'usage à 100% du besoin, on est effectivement sur une téléopération de la part d'Actemium sur les machines de supervision qui gèrent la distribution électrique des aérogares. Donc typiquement le besoin qui était exprimé, c'était identifier une machine unique et ne pas intégrer un réseau complet, de proscrire un certain nombre de protocoles. Donc là, la seule solution au tout début de la mise en service, c'était de mettre en place du RDP, d'interdire les rebonds entre machines pour éviter qu'on ne maîtrise pas effectivement la machine qui allait être atteinte. Et je pense que effectivement, en tout cas nous de nos points de vue, après l'intégration, on est satisfait de cette partie-là. Et je pense que côté Actemium, effectivement, il n'y a pas eu de difficultés particulières, si ce n'est qu'effectivement, on a un peu changé les méthodes de travail d'avant, avec un petit peu moins de souplesse et un petit peu plus de restrictions. Donc l'objectif, c'était aussi, en passant par Actemium, d'avoir le ressenti de ce qui allait se passer derrière pour l'ensemble de nos intégrateurs. Alors effectivement, c'est un sujet qu'on entend assez régulièrement. Déployer un bastion, ça va contraindre mes utilisateurs. On aura des freins dans la gestion de la production. Nous, on a besoin d'intervenir immédiatement. Voilà, c'est des choses qu'on peut entendre. Finalement, votre retour, Pierre, par rapport à tout ça? Alors, comme toute solution, il y a forcément un petit peu des inconvénients. Donc oui, effectivement, ça rajoute un petit peu c'est un peu moins immédiat sur la connexion, ça rajoute un besoin d'identification. Par contre, ça a aussi des avantages. Il faut avoir une idée en tête, c'est qu'en tant qu'intégrateur, nous sommes vecteurs de risque. Et donc, à partir du moment où nous sommes vecteurs de risque, il faut se poser la question s'il y a un incident de sécurité survient sur le SI de nos clients, de notre responsabilité sur ces sujets-là. Donc nous, vis-à-vis d'Aéroports de Paris, comme je le disais tout à l'heure, il y avait une méthode de connexion précédente qui était une connexion VPN. Nous avons toujours travaillé en bonne intelligence avec Aéroports de Paris en considérant que nous n'étions pas sur nos systèmes et donc
nous tracions en interne et nous prévenions systématiquement Aéroport de Paris en cas de besoin de connexion. Déjà pour nous assurer que les machines étaient disponibles et ensuite pour qu'ils soient au courant qu'on soit connecté. De ce point de vue-là, la mise en place du bastion, certes, a rajouté juste ce petit inconvénient de connexion, mais nous a rajouté beaucoup d'avantages à côté. Déjà de savoir que la sécurisation est gérée chez le client, la sécurisation des infrastructures, donc ça nous affranchit aussi des risques potentiels sur ces sujets-là. Ça nous a rapporté aussi le bénéfice d'avoir un inventaire de toutes les machines auxquelles nous avons accès. Donc de plus avoir à se poser la question, tiens, je dois me connecter sur telle machine, quel est son IP pour donner une idée, actuellement sur le périmètre, nous on va avoir accès à une 50aine de machines informatiques. Voilà, donc ça permet via l'outil de gestion d'accéder directement. Ça nous permet aussi de nous rassurer par rapport aux actions que nous menons en cas d'incident de sécurité, de pouvoir identifier qu'effectivement ça vient pas des actions que nous avons produites. Donc pour nous aujourd'hui, on va dire que les contraintes que ça nous a amenées sont minimes par rapport aux bénéfices que nous avons obtenus de ça. Ça nous permet d'être nous rassurés sur nos interventions chez les clients en termes de sécurité, et ça permet aussi de rassurer le client sur les interventions de ces intégrateurs, donc de pouvoir maîtriser ce qui se passe. Ouais, c'est important ce que dit Pierre, parce qu'effectivement, tous nos intégrateurs ne nous prévenaient pas forcément de leur connexion distante. Donc voilà, cette petite démarche du bastion a obligé à faire une approbation voilà, pour pouvoir se connecter. Alors on est dans une phase intermédiaire pour pas trop brusquer tout le monde, où en fait on fait de l'auto-approbation aujourd'hui, et l'étape suivante c'est vraiment d'avoir un opérateur côté ADP qui validera toutes les connexions pour se connecter. C'était important. Tu veux réagir plus ? Non, c'est bon. D'accord, donc c'est effectivement des choses qu'on entend assez régulièrement, notamment cette notion de cartographie, de se dire j'avais des icônes, des raccourcis RDP ou des connexions MSTSC sur tout mon bureau. Aujourd'hui, je me connecte sur un portail, j'ai accès à mes ressources de façon claire, simple, et je peux me connecter de façon transparente. Donc plutôt des avantages, pas forcément de ralentissement dans ce que j'entends. Donc ça c'est important au regard de la production notamment. Et puis sur les autres cas d'usage, donc j'ai entendu RDP, peut-être quelques accès SSH. Effectivement, ouais, des accès SSH qui sont aujourd'hui autorisés. Ouais. D'accord, un petit peu de VNC peut-être ? Pas encore. D'accord. On a très, très fréquemment dans les cas d'usage qu'on traite côté Walix des demandes sur la partie VNC, puisque on le sait, dans l'outil on a encore énormément de VNC. Pour des contraintes de sessions qui ne doivent pas se fermer. Donc nous on intègre ces connexions avec toutes les fonctionnalités autour de la partie VNC propriétaire qu'on peut rencontrer. On a aussi beaucoup de demandes sur la partie protocole industriel pour des connexions directes sur des automates. Est-ce que c'est des choses que vous couvrez aujourd'hui ? Alors on le couvre pas au même titre que le VNC en fait. C'est les deux sujets qui vont venir chez nous prochainement. La partie VNC, c'est effectivement ça grogne beaucoup. Enfin, voilà, la contrainte d'exploitation RDP, elle est forte. Mais dans le cadre de la mise en service du bastion, on voulait vraiment maîtriser notre périmètre. Donc voilà, on est passé par une phase de durcissement importante. Et puis on va s'ouvrir un petit peu plus en ayant l'assurance effectivement que la solution est portée de manière sécurisée. Et sur la partie automate, on n'a pas encore travaillé sur ce sujet-là, mais c'est un sujet à adresser prochainement. Je comprends. On a beaucoup de demandes sur cette partie automate. Effectivement, aujourd'hui, le bastion permet de supporter les protocoles industriels et permet de faire des connexions directes sur la partie automate, évitant la plupart du temps le déplacement d'un prestataire ou d'un constructeur. Donc, ce qui est quelque chose d'assez intéressant. On va retrouver aussi pas mal de demandes sur des connexions SCADA en mode je veux accéder uniquement à mon application de supervision, pas forcément au bureau. Je veux que mon utilisateur n'aille pas faire autre chose que finalement superviser son process. Ça, c'est des choses que vous rencontrez aussi. Alors ça, c'est des sujets qu'on rencontre plutôt en interne. Au moment du déploiement du bastion, on s'adressait à nos partenaires d'intégration
qui ont un certain nombre de droits d'administration aujourd'hui sur les postes, puisqu'ils intègrent et ils déploient, ils développent des outils sur ces applications. Donc en fait, on n'avait pas ce besoin sur nos prestataires externes. En revanche, le besoin effectivement de pouvoir limiter l'accès au SCADA dans ce sens-là, on va le ressentir aujourd'hui sur la téléopération ou la télémaintenance qui se déploie depuis la crise Covid sur les salariés du groupe ADP en fait. Où là, on limite effectivement, on n'a pas forcément des opérateurs avec des droits de modification. Et dans ce sens-là, effectivement, on aura besoin effectivement de cette partie à implémenter du côté du Bastion. C'est l'intérêt du Bastion, effectivement, c'est de pouvoir définir des politiques de sécurité adaptées au profil des utilisateurs qui se connectent et qui n'ont pas forcément les mêmes droits. Alors, on l'a compris, déployer un Bastion, c'est structurant. C'est structurant parce qu'on a une phase de build qui nécessite de connaître à la fois les ressources, à la fois les utilisateurs et d'y associer des autorisations. Sur la partie run, et là je vais me tourner vers Kaoula, comment aujourd'hui ça se passe au quotidien pour assurer le fonctionnement de la solution? Est-ce qu'il y a des prestations particulières ou alors aujourd'hui, Sébastien, vous êtes complètement autonome? En effet, ADP est complètement autonome sur le Bastion. Donc, Oui, ça rejoint ce que j'ai dit effectivement au début de mon intervention, où en fait dans la partie POC, on est très attentif au fait qu'on soit en capacité de maintenir l'outil par nous-mêmes. Voilà, donc on n'a pas toujours les ressources pour le faire, donc c'est important de s'appuyer sur des partenaires qui maîtrisent et qui ont des qualifications pour le déployer. Mais on effectue énormément de modifications, de création d'équipements, de changements d'utilisateurs. Et à la base, c'est pas notre modèle de sous-traiter cette partie-là. Voilà, on veut garder la maîtrise de l'outil. D'accord. Alors, est-ce que vous auriez des conseils à donner si dans l'Assemblée des gens sont dans cette même démarche aujourd'hui sur le déploiement d'une solution de gestion des accès à privilèges dans un environnement industriel? Et là, je vais me tourner finalement chacun à son tour. Peut-être Pierre pour commencer. Est-ce que tu aurais des conseils ou par rapport à cette expérience, peut-être sur la partie adoption utilisateur, je sais pas. Moi, je pense, alors, du point de vue intégrateur, et je pense aussi vis-à-vis des équipes internes, le point très important, c'est de bien arriver à communiquer vis-à-vis des personnes, qu'ils soient de personnel interne ou les intégrateurs, pour qu'ils adhèrent à la démarche. Si on va imposer ce genre de solution, si tout de suite les gens peuvent se braquer, considérer que c'est des contraintes, etc. Ce qu'il faut, c'est bien expliquer le besoin en tant qu'intégrateur. On sait un peu tous comment ça marche. Il y en a beaucoup qui mettent des connexions Internet forcément non sécurisées. Il faut bien qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Qu'il y a un risque réel pour leurs clients, bien sûr, mais aussi pour leur entreprise. C'est-à-dire que dans une usine, un incident de sécurité apparaît à cause d'une connexion qu'un intégrateur a mis en place. Un arrêt de production, qui paye? Qui est responsable? Donc ça porte des vraies problématiques. Après, effectivement, notamment en échangeant avec d'autres intégrateurs un peu sur le site, on a un peu des retours. Le retour, c'est oui, le Bastion, c'est contraignant pour se connecter, etc. Mais c'est une bonne. Ce qu'il faut, c'est arriver à communiquer, à leur expliquer pourquoi, quel est l'intérêt de ça, que ça vous permet en tant que client de sécuriser vos installations, qu'en tant qu'intégrateur, ça vous permet aussi de limiter les incidents de sécurité. Et moi, c'est mon conseil en tout cas vis-à-vis des intégrateurs et de partenaires internes, c'est de bien expliquer cette démarche, parce que si déjà ils adhèrent à la démarche, ils adhéreront beaucoup plus facilement à la solution derrière. Ok, Kaoula, en termes de déploiement, est-ce que le POC est une phase obligatoire? Est-ce que vous auriez pu aller plus vite ou... En effet, la phase de POC est primordiale. Donc c'est important de passer par une phase de POC qui va nous permettre justement d'éviter de négliger la phase de préparation, que ce soit la préparation technique ou fonctionnelle. Sur la partie technique, en fait, on va étudier l'architecture, les serveurs, les réseaux, etc. Et puis sur les aspects fonctionnels aussi, recenser qui fait quoi
à l'instant T, et puis dire dans le futur, à travers le bastion, quelle sera la politique qu'on va mettre en place. Et puis, je rejoins aussi Pierre sur la conduite au changement. Il ne faut pas aussi négliger cet aspect-là. Il faut accompagner, communiquer sur justement l'intérêt du bastion dans une infrastructure. Cette phase de gouvernance, effectivement, elle est importante. Et nous, ce qu'on constate, c'est aussi l'adoption utilisateur est primordiale, notamment dans la partie outil. On a une population qui n'est pas toujours familier avec ce genre d'outils, qui a besoin d'accéder rapidement à ses ressources et qui est vraiment concentré sur la partie process beaucoup plus que sur la partie cybersécurité. Donc on conseille effectivement d'impliquer les équipes au maximum, au plus tôt, et vraiment pas négliger cette phase de gouvernance. Sébastien, d'autres conseils au regard de ce déploiement? Bon, ça va pas bien changer de ce qui a été dit. Il faut, en tout cas pour la partie interne au groupe ADP, la sensibilisation, elle était très importante pour que les gens adhèrent au produit. On met des contraintes. Alors, je suis industriel, donc je peux largement le dire. Installer des modems 4G à côté d'un switch pour pouvoir se connecter facilement parce qu'on a envie de déployer et de finir son projet dans le week-end, on l'a vécu. Quand on le coupe et qu'on est face à la partie projet qui a des impératifs de mise en service et qu'on vient dire non, vous pouvez plus vous connecter comme ça, il faut faire autrement, on est dans la politique, dans la pédagogie. Donc en fait, voilà, cet aspect-là pour moi il est vraiment très très important. Et en plus on amène une couche qui est pas toujours entendue, c'est voilà, une authentification forte, donc des outils supplémentaires pour se connecter, des mots de passe durcis, des mots de passe durcis sur chaque système, alors que nos intégrateurs potentiellement peuvent intervenir sur 3-4 systèmes d'information différents. Avant, c'était le même mot de passe partout. Aujourd'hui, ils sont tous différents. Donc voilà, si on rajoute à ça le fait que on soit dans une connexion encore plus sécurisée avec le bastion, que pour l'instant, on fait de l'auto-approbation, donc c'est-à-dire on leur demande de renseigner pourquoi ils interviennent, mais ils peuvent de manière automatique ouvrir leur tunnel. La prochaine étape, ça sera de leur dire non, il faudra attendre voilà, la validation d'un opérateur. Donc voilà, on est vraiment dans la partie d'expliquer aux gens le risque cyber. Pierre l'a très bien dit. Quelque part, voilà, sur la partie téléopération, ce sont nos intégrateurs qui sont vecteurs de risque. Donc on l'a bien compris, il n'y a plus aucune connexion 4G, plus aucun mot de passe à la DIMO écrit sur les différents équipements chez ADP. Absolument. Mais on est vraiment dans les enjeux qu'on trouve dans l'outil et le premier enjeu, évidemment, c'est d'apporter un point de centralisation pour pouvoir supprimer toutes ces connexions multiples et hétérogènes directement sur les réseaux, sur la partie production. Au regard de l'architecture aujourd'hui, donc vous avez déployé du bastion, il reste des fonctionnalités à implémenter, on l'a compris. Quelles sont les prochaines étapes pour accélérer, entre guillemets, puisque là, vous avez un retour d'utilisation de 6 mois, 1 an? Oui, c'est à peu près ça, effectivement. Avec la période Covid, on a eu un trou important, donc on n'a pas capitalisé sur les 3 ans du début du POC. D'accord, et donc quelles sont les prochaines étapes? Alors ce qui se dessine aujourd'hui dans les prochaines étapes, c'est la mise en place de l'Access Manager pour clairement voilà, centraliser et avoir un point d'entrée vraiment unique. Aujourd'hui, on a 3 silos avec des bastions qui sont pas interconnectés. Donc on va mettre cet aspect-là en avant. Pour pallier aussi aux problématiques de certaines applications, un serveur RDS qui pourrait être mis en œuvre pour donner les outils à nos prestataires. Et puis derrière, on veut porter des fonctionnalités sur la rotation des mots de passe et la gestion automatique des mots de passe sur nos équipements. D'accord. Donc avoir une meilleure centralisation, une approche plus concentrée entre guillemets, traiter la partie mot de passe, peut-être sécuriser les accès direct sur les composants type automate, des choses comme ça. Oui, effectivement, c'est une des étapes qu'on doit franchir pour la partie automatisme. Ouais. Ok. Pierre Kaoula, est-ce que vous voyez d'autres enjeux de demain, entre guillemets, à la fois chez ADP ou chez vos autres clients industriels, on va dire? Est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui se dessinent et comment vous envisagez d'y répondre?
L'un des enjeux qu'on voit de plus en plus chez nos clients, c'est la traçabilité. Donc voilà, c'est un sujet qui revient. Donc, en mettant en place un bastion, cela permet à nos clients de tracer les différents accès et du coup remonter en cas de problème, de cyberattaque, de remonter et retrouver l'information. Donc c'est un sujet qui revient quand même assez souvent. C'est une problématique récurrente chez nos clients, quelle que soit la typologie du client, le secteur d'activité. On a énormément de demandes effectivement sur la partie traçabilité, alors à la fois en cas de cyberattaque, mais la plupart du temps aussi, c'est tout simplement être capable de déterminer un dysfonctionnement et de revenir dans le passé pour savoir qui s'est trompé dans l'adresse IP, qui s'est trompé en changeant telle ou telle variable. C'est quelque chose de récurrent. Sur la partie industrielle, les enjeux sont toujours un peu les mêmes aussi. J'ai eu la problématique tout à l'heure sur le salon d'une personne qui cherchait ça, c'est-à-dire la notion d'inventaire, de maîtriser ce qu'il y a sur les installations, de savoir effectivement s'il y a des accès vers l'extérieur ou pas. Donc il y a déjà cette partie cartographie, sécurisation des réseaux, segmentation, qui pour moi c'est déjà le sujet principal. Et après, nous, une grosse question justement qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment proposer à nos clients ces problématiques des solutions justement pour se connecter à distance, parce que ça devient vraiment un besoin. C'est-à-dire que on a des demandes en astreinte, on a des demandes de résolution rapide. Ces outils permettent justement de répondre à ça. Dans notre utilisation, nous, Actemium, on n'est pas sur une mise en place de ce genre d'outils pour faire de l'intervention, intégrer des modifications. On est plutôt vraiment dans la réponse à incident, dans la réponse à problème, ou vraiment très ponctuellement sur de la modification. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'arriver à proposer des solutions sécurisées pour nous permettre d'intervenir le plus rapidement possible. Voilà, moi, je suis en région Île-de-France, donc les délais de transport peuvent être assez longs pour y aller. Voilà, donc nous c'est vraiment sur ces enjeux-là aujourd'hui, la sécurisation des installations, l'inventaire, et après la partie accès à distance. D'accord, donc s'adapter aux nouvelles conditions de travail, s'adapter aux nouveaux environnements. Donc voilà, globalement, si je résume un petit peu tout ce qu'on s'est dit, c'est une facilité d'usage. D'abord, on va dire centralisation des accès prestataires, facilité d'usage, traçabilité, un point important, et puis dans la démarche, s'assurer au travers d'un POC qu'on va effectivement bien remplir le cahier des charges et qu'on va pouvoir adresser l'ensemble du périmètre de façon correcte. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Ce qui peut être intéressant maintenant, c'est d'échanger autour de questions. Je pense que dans le public, on peut avoir des questions auprès de Sébastien, notamment sur son expérience, et voir ensemble comment on peut y répondre. Bonjour, juste une question simple. Au vu de vos expériences, qui est le mieux placé dans la structure pour porter ce genre de projet et faire la demande du responsable informatique ou du responsable de sécurité de l'information? Alors je vais répondre, ça doit s'adresser un peu plus à moi. J'ai la chance moi d'avoir une équipe qui est montée en compétence sur la partie informatique industrielle vers la partie cybersécurité et IT. Donc en fait la décision elle s'est effectivement prise en interne avec des échanges assez réguliers avec notre DSI, parce que la partie OT chez nous est détachée, sur quelles sont les orientations à prendre, comment on sécurise nos accès distants. Et après aujourd'hui l'équipe est assez compétente côté opérationnel pour pouvoir porter ce type de projet en fait. Je peux apporter peut-être un complément de réponse côté éditeur. Nous, ce qu'on voit, c'est effectivement des projets qui sont portés par des RSSI, qui sont défendus techniquement côté IT et qui sont défendus en termes d'usage côté OT. Donc il y a vraiment une validation usage, une validation sécuritaire technique et un projet effectivement porté par une RSSI globale ou qui peut être ensuite décliné.
Je vais faire aussi un petit complément en tant qu'intégrateur. Donc nous, on l'utilise avec Aéroport de Paris. On a d'autres clients aussi qui l'utilisent. Aujourd'hui, de ce qu'on peut voir, c'est plutôt porté sur la partie par les RSSI, hein, vraiment DSI. Je pense que pour le maintien de ces solutions au jour le jour, de toute façon, c'est pas le métier des gens forcément de l'industrie. Alors sauf dans des cas comme l'équipe de Sébastien qui est montée vraiment en compétence sur ces sujets. Par contre, se pose la question de la localisation des données des équipements auxquels vous voulez accéder. Généralement, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est géré ces genres de systèmes par les DSI à partir du moment où les systèmes industriels auxquels on va accéder sont intégrés aux infrastructures d'une manière ou d'une autre. Voilà, on peut voir, moi je le vois chez des clients, une migration progressive des systèmes, en tout cas informatiques, de réseaux autonomes industriels vers les réseaux infrastructures voilà, des clients. Mais voilà, on va dire la légitimité d'un service de DSI à apporter cette solution, elle technique, elle est très claire. C'est vraiment leur métier. Par contre, si aujourd'hui les infrastructures auxquelles vous voulez accéder sont pas accessibles par cette entité-là, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc ça va dépendre beaucoup des clients, comment ils fonctionnent, etc. Sachant que migrer les systèmes industriels dans des infrastructures clients, c'est géré par des DSI, c'est pas non plus anodin. C'est un monde différent, avec des usages différents, et donc ça apporte d'autres problématiques. Bonjour. J'ai plusieurs questions, donc je vais les enchaîner. L'usage, il est uniquement pour les prestataires ou il est aussi pour les équipes internes qui gèrent les équipements? S'il y en a, je ne sais pas s'il y a aussi des équipes internes qui gèrent les équipements. Et si c'est aussi, du coup, pour les équipes internes, comment vous vous assurez qu'ils sont obligés de passer par le bastion? Du coup, quel niveau de cloisonnement vous avez mis au niveau du réseau? Et comment vous empêchez aussi les rebonds entre les machines, enfin d'une machine à l'autre? Je ne sais pas, en termes de cloisonnement réseau, comment tout ça s'articule pour garantir en fait que le bastion est le point d'entrée unique pour toute la partie administration. Alors pour ce qui concerne les accès, alors c'est aussi bien pour nos prestataires que pour les salariés du groupe ADP. Donc voilà, on a les deux cas d'usage. Ça fait un moment qu'on travaille très fortement sur la partie segmentation réseau. Donc on est relativement bien cloisonné et ça nous permet de mieux cibler les machines. Avant le bastion, très clairement, on faisait des connexions VPN SSL relativement classiques. On s'ouvrait sur des réseaux bien plus larges et on maîtrisait pas forcément effectivement l'interconnexion. Voilà, on pouvait atterrir sur une machine et puis rebondir sur une autre. Bon, le bastion nous a permis, de par son positionnement dans son infrastructure, d'être le point d'entrée unique. Donc voilà, ça c'est techniquement avéré. Et derrière, en fait, la particularité, effectivement, c'était dans une de nos espérances de pouvoir empêcher le rebond, effectivement, sur les autres machines. Donc quand vous passez par le bastion aujourd'hui, que ce soit prestataire interne ou externe, dans votre liste d'équipements qui est liée à votre profil, vous ne pouvez accéder qu'à cette machine-là, puisque derrière, en fait, on interdit toute la partie rebond. C'est pour ça que pendant une certaine période, on a bloqué le VNC parce qu'on n'avait pas de certitude sur ce côté-là, mais il y a eu une avancée significative. Donc voilà, petit à petit, on va progresser. Et voilà, les tests ont été menés justement en partenariat avec Actemium là-dessus, pour être certain de ne cibler que la bonne machine. Et si je peux complémenter, effectivement, on a beaucoup de nos clients qui débutent par une sécurisation des accès externes, des accès prestataires, et qui ensuite, une fois qu'ils ont stabilisé cet aspect-là, vont basculer sur la sécurisation des accès internes. Pour aller ensuite jusqu'à la sécurisation fine et précise des mots de passe, qui vient un petit peu en dernier, avec des mécanismes de rotation de mots de passe, des mécanismes de durcissement de mots de passe sur les cibles. Après, sur l'aspect rebond, effectivement, on intègre des mécanismes directement dans la session qui permettent d'éviter les rebonds sur les machines cibles sur une plage précise ou sur une plage complète, entre guillemets. Donc on a tout un tas de mécanismes qui vont nous permettre de limiter le comportement de l'utilisateur, donc
d'abord, on lui autorise uniquement une machine, et sur cette machine, on va contrôler son comportement. Et puis, on peut aussi s'appuyer sur des mécanismes de publication d'applications, où on ne va pas publier le bureau complet de la station, on va publier uniquement l'application. Donc l'utilisateur n'aura pas le loisir de rebondir ou d'utiliser une seconde application pour faire des mouvements latéraux, par exemple. Donc voilà, on a tout un ensemble de mécanismes qui permettent de réduire les risques. La connexion au bastion, elle se fait comment? Vous supportez quel type d'authentification? Alors, c'est de l'autant forte, mais du coup, est-ce que, par exemple, c'est possible en Kerberos ou avec d'autres, je sais pas, SAML ou autres? Tout à fait, on est compatible sur les standards du marché, que ce soit SAML ou autre, et donc on va se greffer sur des IDP existants pour assurer tout type d'authentification sur le bastion. Kerberos aussi. Oui, bonjour. J'avais juste une question pour la partie intégration avec les systèmes SCADA et Automate. Comment ça se passe en fait? Parce que tous ces systèmes sont vraiment fondamentalement différents les uns des autres. Donc, est-ce que c'est des développements spécifiques qui sont faits au niveau de la plateforme Walix ou c'est une autre méthode de publication? Alors, pour tous ces équipements-là, en fait, on va s'appuyer sur une fonctionnalité particulière qu'on a intégrée dans le bastion qui s'appelle l'Universal Tunneling, en fait, qui nous permet de créer un tunnel sécurisé depuis la machine du prestataire, de l'utilisateur, jusqu'au bastion. Donc on va vraiment avoir un tunnel qui s'établit de façon sécurisée, après toute cette phase d'authentification, de workflow d'approbation. Et au travers de ce tunnel, on va pouvoir forwarder, en fait, faire suivre des protocoles à base TCP, type protocole industriel par exemple. Donc on est agnostique des protocoles, hein. À partir du moment où on a un protocole à base TCP, on va le forwarder dans ce tunnel, et donc on va autoriser finalement la connexion depuis un software industriel type TIA Portal par exemple, si on considère Siemens, jusqu'à un automate, jusqu'à un IHM, sachant que le bastion n'autorisera la connexion que sur une adresse IP et un port particulier, donc un port 102 pour compléter l'exemple. Donc ce qui permet à l'utilisateur d'utiliser son propre environnement, son propre logiciel d'administration en situation remote, à distance, et de se connecter sur son automate comme s'il était en direct. Donc on va gérer ces cas d'usage de cette façon-là. Et on aura la traçabilité de toutes ces connexions, qui s'est connecté, à quel moment, combien de temps, pourquoi faire. Oui, bonjour. Est-ce que vous faites de l'enregistrement de session qu'on pourrait rejouer pour vérifier ce qui a été fait? Oui, dans nos pratiques, c'était même l'intérêt de mettre en place cette solution, hein. C'était capable de rejouer sur pas forcément un incident cyber, hein, juste un incident d'exploitation, d'être capable de rejouer ce qui a été fait. Voilà, comme l'a dit Johan, une mauvaise IP, un registre qui a été modifié, qui ne devait pas l'être. Et effectivement, aujourd'hui, tout est enregistré et tout est capable d'être rejoué, effectivement. Le RDP aussi, on peut voir en live, voire même plus tard. Je prends. Alors effectivement, on peut faire du live, on peut interagir sur la session en cours, on peut même rejoindre la session en cours pour un travail commun, à 4 mains, on va dire. Et puis effectivement, on fait tout l'enregistrement, donc non seulement en format vidéo, mais on va aussi collecter ce qu'on appelle des métadonnées, donc toutes les informations relatives aux processus, aux services qui sont exécutés sur la machine distante, aux entrées clavier. Donc on va collecter tout un tas d'informations. Et on va pouvoir relire précisément ce qui s'est passé. Et finalement, ces métadonnées sont plus pertinentes que la vidéo à l'arrivée, parce que la vidéo, ça peut être long, ça peut être compliqué de regarder ce qui s'est passé, mais avec les métadonnées, on aura vraiment plus de détails. Donc on enregistre tout. Merci. Une dernière question. Est-ce que vous êtes capable de faire du RDP encapsulé en HTML pour une rupture totale du protocole? HTML5.
Du RDP encapsulé dans de l'HTML. HTML Gateway, un peu comme... Alors, oui, c'est-à-dire que la connexion de l'utilisateur sur le portail qu'on appelle l'Access Manager va se faire en HTTPS, donc on est bien en mode web, et on va ensuite établir une connexion à RDP, et on va réaliser l'aboutement de cette connexion. Donc on a bien un utilisateur qui se connecte en mode web, et qui ensuite, on va ouvrir des sessions RDP dans des onglets. Effectivement, l'interface est en HTML5 et chaque onglet correspond à une nouvelle session qu'on va ouvrir en parallèle. On pourra faire du drag and drop d'une session à l'autre. Enfin voilà. Donc oui, la réponse est oui. Merci. Merci, bonjour. J'ai deux questions. La première, c'est, vous avez parlé par rapport au choix que c'était un peu validé par l'ANSSI. Je voulais en savoir plus en quoi consiste cette sorte de validation. Je ne sais pas si vous parlez des 42 règles de GN ou alors de notre certification. Deuxième question, c'est par rapport aussi au POC dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous avez fait le POC uniquement sur cette solution ou sur d'autres également? Et finalement, comment s'est imposé le choix de cette solution parmi d'autres, s'il y en a eu? Merci. Je vais répondre en une fois à vos deux questions. De par la spécificité du groupe ADP et de son statut, on est quand même très attentif à ce qui est édité et validé par l'ANSSI. Donc forcément, ça a orienté notre choix. Au moment où on a commencé, il n'y avait pas spécialement d'autres solutions pour aller un petit peu plus loin. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là aujourd'hui. C'est clairement très important et c'est un appui dans le choix de nos solutions, effectivement, de prendre quelque chose de certifié. Donc là, on est sur une certification CSPN. C'est ce qui nous a poussé à tester cette solution. J'ai peut-être oublié une partie de votre question, je ne sais plus. On n'a pas poké d'autres solutions, hein. Très clairement. Voilà, c'est lié à notre structure, à la capacité aussi à produire des POC. Enfin, ça prend beaucoup de temps si on veut aller au bout de la démarche. Donc à partir du moment où on est sur un produit qui est certifié, qu'on a échangé avec notre RSSI sur ce qu'était la solution, voilà, on s'est embarqué dans le POC en ayant vraiment la volonté de prendre ce produit-là. On n'a pas été dans le comparatif avec d'autres solutions. Bonjour, j'avais une question par rapport au mode dégradé. C'est-à-dire que s'il y a une perte de connexion entre le bastion et l'équipement cible, comment est-ce que vous gérez justement cette connexion pour pouvoir débugger, etc. Alors en fonction du cas, c'est pas ultra critique, c'est-à-dire qu'on est en capacité de dire à notre opérateur, c'est pas très grave, vous avez un contrat d'astreinte qui vous oblige à venir sur place pour les systèmes qui sont les plus critiques. Donc on peut se passer effectivement de la téléopération si besoin. C'est même ce qu'on crie haut et fort lorsqu'on donne les accès aux gens. On leur explique qu'effectivement c'est pas une nécessité et qu'on peut avoir une défaillance. Après, on a des moyens de contournement quand on est dans des situations critiques. Où on peut donner accès via un VPN SSL à côté, avec des comptes utilisateurs créés ou pas, pour accéder directement à nos installations. Voilà, on a des moyens de contournement qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant, à part en faisant des tests. Et après, en complément, on va retrouver, en termes d'architecture, évidemment, la redondance, des mécanismes de redondance, des mécanismes de bris de glace aussi qui permettent de récupérer l'ensemble des secrets en cas de problème sur le bastion. Enfin, voilà, donc on a différents mécanismes qui permettent de s'affranchir, de se retrouver sans ce composant critique parce que, bien évidemment, il est critique. Pour conclure, très simplement, merci à tous.
Merci à tous de votre attention et des questions qui ont été posées. Et puis, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à venir nous voir, on pourra en discuter avec plaisir.